bonjour à Jonathan Hasbrook, responsable grand compte chez Pils, qui va faire ce webinaire, présenter ce webinaire avec moi. Donc, Jonathan, qui est expert en sécurité machine chez Pils. Merci de ta présence et de ta présentation. Donc, on va commencer par je vais faire une rapide présentation de Proxinov et Jonathan va présenter Pils. Ensuite, je vous ferai rapidement une présentation des différentes technologies autour des AGV et des AMR. Puis après, on rentrera vraiment dans les détails, on fera un rappel de la réglementation applicable autour de l'intégration des AGV et des AMR en entreprise. On parlera aussi des dispositifs de sécurité et enfin, on parlera aussi des critères de validation pour une application AGV AMR. Alors, juste en quelques mots pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas Proxinov, donc Proxinov, on est une plateforme dédiée à la robotique industrielle sur un modèle associatif avec plus de 175 adhérents en 2022. Pils fait partie des adhérents de Proxinov en tant que fournisseur de techno. Dans ces adhérents, en fait, on va retrouver l'ensemble de la filière robotique. On va retrouver des fournisseurs de techno, des experts, des intégrateurs et des utilisateurs finaux. Vous avez la cartographie à droite donc, de l'ensemble de nos adhérents de Proxinov, donc essentiellement des adhérents présents sur la région des Pays de la Loire, mais pas que. On a aussi des adhérents présents sur tout le quart, on va dire, sur toute la moitié Grand Ouest et aussi du côté du Rhône-Alpes. Dans ces adhérents, donc, on va retrouver trois typologies d'acteurs, les fournisseurs, les intégrateurs et les utilisateurs. Pour les utilisateurs, Proxinov est là, notre promesse, on est vraiment là pour les aider à préciser leurs besoins, les accompagner sur les phases d'avant-projet, d'intégration des applications robotiques, cobotiques et robotique mobile. On est là pour les aider, les accompagner en leur proposant des études de faisabilité, techniquement, comment on va répondre à un besoin, économiquement, est-ce qu'il y a un intérêt. Et on est là aussi pour les accompagner sur les phases d'acceptabilité des technos, les notions vraiment humaines, sociologiques, acceptabilité de ces technos. Donc ça, c'est vraiment la promesse que l'on propose à nos adhérents utilisateurs. Les intégrateurs, pourquoi des intégrateurs viennent nous voir et pourquoi ils sont adhérents de Proxinov? On est là vraiment pour les aider à dérisquer leurs solutions. Ils viennent chez nous bénéficier des expertises et des moyens pour faire des tests, du dérisquage de leurs solutions avant qu'ils le proposent à leurs clients finaux. Et enfin, les fournisseurs. Les fournisseurs, on est là vraiment pour les aider à assurer la promotion de leur offre, mettre en avant leur technologie et leur expertise dans nos accompagnements et surtout dans notre vitrine technologique, donc dans notre atelier, un atelier qui fait plus de 1000 m² avec différents équipements qui nous permet de vraiment mettre en avant ces technologies dans des environnements concrets au plus proche des conditions industrielles réelles. On va avoir une offre de service associée à ces promesses, une première offre de service qui est l'étude d'expérimentation. On va proposer des études de faisabilité, des phases d'avant-projet, des états de l'art, des audits d'exploitation. On va se déplacer en entreprise, faire des audits, proposer des essais de faisabilité, des démonstrateurs, des simulations. L'optique de cette première offre de service, c'est vraiment lever les verrous techniques et économiques des projets. Une deuxième offre de service qui est la partie transmission, transmettre, formation. L'idée, c'est de proposer des formations pour préparer les équipes à la maîtrise de la robotique, en proposant des formations sur commande, sur mesure et sur catalogue. Notamment, on a des formations autour de la sécurité. On fait des formations sur l'analyse des risques, sur la directive machine et sur l'intégration d'applications collaboratives. Donc, en proposant des formations en alliant de la théorie et aussi de la pratique grâce à notre atelier. Il y a une troisième offre de service associée
c'est la partie communication, marketing. On est là aussi vraiment pour promouvoir la réussite de nos adhérents en assurant de la veille technologique, une veille économique, proposer des journées techniques dédiées et animer vraiment un réseau autour des problématiques d'intégration robotique. On a un outil, un super outil aussi qui est à disposition de nos adhérents et à disposition de nos études. Cette usine pilote, hein, cet atelier de 1000 m², on va retrouver en fait différentes applications robotisées qui nous permettent vraiment de montrer les technologies de l'industrie du futur sur des cas concrets, sur des process concrets comme le parachèvement, l'agroalimentaire, les métiers liés à l'assemblage, le soudage robotisé, la logistique, l'usinage, la pelletisation et l'impression 3D. Et on a d'autres cellules qui vont aussi voir le jour cette année et l'année prochaine sur d'autres process comme la pulvérisation, l'assemblage autour de petits éléments, la logistique, le picking, etc. Différentes cellules aussi robotisées où on verra des technos robotiques, cobotiques et robotique mobile. Nos ressources à disposition, donc on est une équipe de 10 personnes, un atelier de 600 m² qu'on a grandi, donc 1000 m², avec un showroom, des salles de formation, des salles de conférence, et différents logiciels et outils qui sont mis à disposition pour mener à bien nos études de faisabilité, nos accompagnements et nos formations. Je vais laisser la main à Jonathan pour qu'il puisse aussi présenter la société PILS et je reprendrai la main pour faire une présentation des différentes technologies AGV et AMR. Merci Nicolas. Alors, je vais rapidement une petite présentation de PILS. Donc, PILS, donc on est une entreprise familiale allemande. On est un fournisseur mondial de produits, de systèmes et de prestations de services dans le domaine de l'automation. On est focalisé essentiellement effectivement sur la partie prestation de services et accompagnement sur la partie sécurité machine et fournisseur de composants de sécurité machine. Puis on est l'inventeur du relais de sécurité, l'automate de sécurité, notre domaine est vraiment la partie sécurisation. L'entreprise a été créée en 1948, notre siège est donc à Oswaldern en Allemagne, à côté de Stuttgart. On a 42 filiales aujourd'hui, plus de 2500 collaborateurs, on a fait un chiffre d'affaires de 322 millions d'euros et on a une grosse part consacrée à la recherche et développement qui est supérieure à 20% pour la recherche et développement de nouvelles technologies. Donc 42 filiales, comme je précisais, dont un siège en France. Donc France, on est une des plus anciennes filiales de PILS. Création en 1969, on a notre siège qui est à Strasbourg. On a 3 agences commerciales à Strasbourg, Lyon et Arras, dans lesquelles on a aussi une partie compétences en motion control et robotique. PILS, c'est 54 collaborateurs avec un chiffre d'affaires en 2021 d'à peu près 18 millions d'euros et une particularité avec un support technique téléphonique gratuit. Donc, comme on précisait, effectivement, PILS, on est fournisseur de composants de sécurité machine. Donc, on va retrouver une gamme de capteurs, donc barrières immatérielles, capteurs de sécurité, scrutateurs laser, interverrouillage. Une autre gamme sur la partie système de commande, donc automates de sécurité, des automates qu'on peut retrouver dans beaucoup d'industries et de machines complexes. Relais de sécurité configurables et relais de sécurité classiques. Une partie motion control, donc ce qui est partie variation de vitesse, et une partie commande et visualisation. Et enfin, on a toute une branche qui est de l'accompagnement sécurité machine, qu'on va retrouver, dans lequel on a 15 experts sécurité machine en France. On retrouve cette architecture d'experts sécurité machine dans l'ensemble des 42 filiales, dans lequel on peut faire effectivement de l'accompagnement sécurité machine, qui va de l'appréciation du risque à la recherche de solutions, l'intégration et validation et des services liés aux spécifications d'AGV qu'on va développer aujourd'hui. Une partie évaluation internationale de conformité, on peut faire de l'accompagnement CE, on peut faire du marquage CE, PILS en tant que mandataire CE, on peut appliquer une certification PILS même si nous ne sommes pas fabricants d'une machine. On fait de l'accompagnement aussi, un import-export de machines aussi aux États-Unis, au Brésil, avec les particularités OSHA, les particularités NR12.
pour le Brésil. Aussi, on fait le Canada et la Corée aussi. On peut faire de l'accompagnement sur les lieux de travail, analyse de sécurité parc machine, définition de tout ce qui est loto, local, tag-out, inspection de dispositifs de protection. Et on a aussi toute une gamme de formations liées à la sécurité machine, donc directive machine, directive utilisateur, pour la sécurisation des machines proprement dit. Voilà pour la présentation. Nicolas, je te redonne la main. Je te remercie, je reprends la main. Hop. Donc, juste avant de rentrer vraiment dans les détails et de parler de réglementation, je voulais vous faire en fait juste une présentation très rapide et vous donner vraiment ces éléments de langage AGV, AMR, quand on parle d'AGV, d'AMR, quelles sont les technologies autour de ces dispositifs et quelles sont vraiment les règles et les notions à avoir avant d'intégrer ces technologies en entreprise. Alors, juste, il faut quelques éléments de langage. On parle souvent d'AGV et AMR. En fait, ce sont deux technologies différentes. Mais depuis quelques années, on les différencie de moins en moins parce que, notamment, on a quelques exemples avec des fournisseurs comme Scalog hein, qui font vraiment le mix entre ces deux technologies. Alors, on va avoir d'un côté, on va parler d'AGV pour Automatic Guided Vehicle ou chariot de guidage automatique. Donc ça, c'est une première typologie de techno. C'est une techno qui est arrivée, qui est arrivée sur le marché, mais ça fait assez longtemps, dans les années 50. On l'a vu beaucoup dans les années 70, 80 dans le secteur automobile. Donc en fait, ce sont des chariots automatiques qui vont se déplacer automatiquement de façon autonome, mais qui vont être guidés par différentes technologies. Alors ça peut être un guidage avec une ligne magnétique fixée au sol, ça peut être aussi des lasers intégrés ou encore avec des balises GPS, donc qui vont permettre en fait de guider le chariot, le robot mobile. Donc ça, c'est une première typologie de techno. Donc c'est quelque chose de très robuste et adapté à la charge lourde, pardon. Et on va avoir une deuxième typologie de matériel. On va parler d'AMR pour Autonomous Mobile Robot, donc robot mobile autonome. Donc eux, ils vont aussi se déplacer de façon autonome, mais cette fois-ci, ils ne vont pas être guidés. En fait, le guidage va se faire via un contrôleur, un logiciel de gestion qu'on appelle un logiciel WCS, pardon, qui va permettre en temps réel de guider le robot mobile. Donc, on utilise de l'intelligence artificielle et on va utiliser voilà, cette techno-là vraiment pour optimiser le flux logistique, le déplacement du robot mobile. C'est une techno qu'on utilise beaucoup, notamment dans des centres de tri, dans des ateliers de picking, cette techno va vraiment permettre d'assister le collaborateur au port de charge ou à trier, à faire les inventaires dans des ateliers, dans des centres de picking. Il y a une notion importante aussi quand on parle de robotique mobile. On va avoir deux notions, deux problèmes cruciaux qui vont apparaître quand on veut se déplacer de façon autonome dans un atelier. C'est une première notion, c'est la localisation. C'est où je me situe, le robot, où est-ce qu'il se situe. Et une deuxième problématique, c'est la navigation. Comment je vais d'un point A vers un point B en toute sécurité et en évitant vraiment des obstacles et en optimisant vraiment son trajet.
Alors, je vous ai mis à gauche un exemple d'un robot mobile que nous avons, d'un AMR que nous avons chez nous, donc un robot de Sherpa Mobile Robotique, donc un robot mobile B100. Donc, en fait, c'est un robot mobile qui va être équipé de différents capteurs qui va permettre en fait de capter son environnement pour répondre à la problématique de localisation et de navigation. Ce robot mobile, cet exemple-là, ce robot va être équipé d'un capteur, on appelle ça un LiDAR en robotique, pour Light Detection Ranging. Donc c'est un capteur, ce premier capteur qui se trouve en haut, en position haute, qui va scruter sur 360 degrés autour de lui, autour de sa plateforme mobile, qui va scruter son environnement. Donc c'est un capteur qui va tourner sur 360 degrés, qui va effectuer 25 tours par seconde et plusieurs mesures, donc sur 40 mètres, qui va en fait constituer une cartographie de son environnement en temps réel pour vraiment recréer son environnement, la position des obstacles, la position des murs, la position des machines, etc. Donc ça, c'est un premier capteur qui se trouve en haut, et on a deux autres capteurs, toujours aussi des lidars, mais à l'avant et à l'arrière. Donc eux qui vont scruter sur 180 degrés. C'est des capteurs, eux, qui vont permettre aussi de scruter l'environnement, mais qui vont aussi être utilisés pour la sécurité, pour déplacer le robot mobile en toute sécurité, sans risque auprès des personnes. Donc pour la localisation, on va avoir un logiciel, un algorithme en fait, qui va permettre au robot de connaître sa position en temps réel. Il est basé sur sa position précédente du robot, donc il va enregistrer sa position précédente dans cette cartographie, d'où l'importance aussi d'avoir une phase d'initialisation pour qu'il puisse d'abord cartographer son environnement et aussi se positionner dans cette cartographie. Donc ça, c'est un premier algo qui va tourner grâce au LiDAR 360 degrés. Donc ça, c'est pour sa localisation. Et on va avoir un deuxième algo qui va tourner aussi, lui aussi en temps réel, pour le guidage, qui va permettre en fait au robot, lors d'une mission, de calculer aussi en temps réel sa trajectoire entre sa position courante et sa destination souhaitée qu'on lui aura apprise dans le mapping. Donc ces deux algos vont vraiment tourner en temps réel, et pour vraiment localiser et guider le robot mobile. Donc on va avoir deux guidages différents. On va avoir plutôt un guidage global qui va permettre d'aller d'un point A à un point B, en évitant forcément en évitant des obstacles appris dans la cartographie. Donc ça, c'est le guidage plutôt global. Et on va avoir un guidage qu'on appelle local. Lui, cette fois-ci, on va prendre en compte dans ce guidage local des obstacles qui n'ont pas été appris dans la cartographie avant. Donc ça peut être une palette qui a été posée à un moment donné dans le flux du robot entre le point A et le point B. Donc dans ce guidage local, en fait, on va identifier la position de cet obstacle, on va contourner l'obstacle et apprendre la trajectoire et reprendre la trajectoire d'origine en fait qui a été appris dans le guidage global. Donc on a vraiment le guidage local, en fait c'est vraiment un guidage en temps réel en fonction des obstacles qui seront positionnés aléatoirement dans le flux entre le point A et le point B. En termes d'installation, on va avoir en fait différentes installations. L'AGV, lui, va nécessiter une adaptation de son environnement de travail, parce qu'on l'a vu, l'AGV, lui, il va être plutôt guidé avec des marquages au sol, une ligne magnétique ou des balises GPS, etc. Donc, on va forcément avoir une adaptation de l'environnement de travail nécessaire
A contrario, l'AMR, lui, va plutôt être déployé sans forcément avoir un aménagement particulier à prévoir, parce que lui, il est capable de s'adapter vraiment à l'environnement. Les frais de cette installation sont quand même restent assez modérés, hein. On est vraiment sur de l'aménagement de la surface au sol, etc. Par contre, pour certaines installations, euh, on, on peut avoir une zone qui peut être fermée à prévoir dans le cadre de la collaboration homme-robot. Donc on peut prévoir quand même une installation complètement fermée, notamment quand on va avoir certains robots mobiles qui vont se déplacer des charges lourdes à des vitesses assez élevées. On peut prévoir quand même un environnement, de fermer l'environnement et d'éviter l'accessibilité aux personnes et vraiment dédier des flux à des flux AGV ou AMR. En termes d'enjeux et d'applications possibles, on a différentes applications. Alors, les enjeux d'abord, les enjeux, pourquoi robotiser, pourquoi mobiliser, pourquoi intégrer de la robotique mobile? Bah, c'est vraiment dans un premier cas, c'est robotiser, c'est la réduction du coût de travail. On va utiliser le robot mobile, hein, vraiment pour assister les opérations de manutention, pour assister au port de charge, pour déplacer des palettes dans des ateliers de logistique ou des bacs ou des étagères. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu pour les entreprises, c'est la réduction du coût du travail. Un des enjeux aussi recherchés par les entreprises, c'est sécuriser les ateliers, donc en évitant d'avoir des flux de chariots, des élévateurs ou des chariots opérateurs. Donc, c'est accentuer la sécurité grâce à ces robots, sécuriser les opérations dans les entrepôts. Et aussi, dans un troisième cas, c'est vraiment aussi accroître la productivité. Donc, grâce à ces technos, hein, c'est d'utiliser ces technos pour pouvoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans forcément avoir des applications euh, opérateurs. Voilà. Donc, c'est vraiment travailler dans des environnements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, en termes d'applications, on va avoir différentes applications possibles avec des technos à robots AGV, AMR. Les grandes applications, on va retrouver beaucoup d'AGV, hein, c'est tout ce qui est véhicule pour des charges unitaires, hein, comme déplacer des palettes, déplacer des étagères ou des bacs. On va retrouver aussi beaucoup d'AGV autour des chariots élévateurs, donc pour déplacer aussi des palettes, notamment dans des stockages aériens, pour stocker des palettes dans des stockages. On peut utiliser aussi en entreprise sur des applications, on peut utiliser de l'AGV aussi. L'AGV peut être utilisé pour remorquer en fait des chariots aussi, pour déplacer des chariots à roulettes dans des ateliers logistiques. L'AMR, lui, plutôt, va être utilisé notamment beaucoup dans les entrepôts de préparation de commandes, les ateliers de picking. On va utiliser l'AMR pour le picking, soit de l'homme vers le produit. Donc là, on va avoir l'AMR qui va porter un chariot ou un rôle et qui va suivre via une fonctionnalité, ce qu'on appelle Follow Me, qui va suivre le collaborateur dans le stockage pour l'aider à porter. Ou alors, inversement, l'AMR pour le picking du produit vers l'homme, où là, cette fois-ci, on va utiliser l'AMR pour porter les étagères, et ces étagères vont être amenées directement au collaborateur, et le collaborateur, lui, va juste avoir à piquer dans l'étagère. Voilà, c'est quelques exemples d'applications où on peut utiliser ces technos.
Je vais finir sur cette slide, je vais laisser la main à Jonathan après pour parler de sécurité. Juste pour vous rappeler qu'avant d'envisager l'intégration d'une solution robotisée, il y a quelques notions importantes à prendre en compte, hein. C'est d'abord, une première notion, c'est rechercher les contraintes d'utilisation sur le terrain avant d'envisager un projet d'intégration AGV-AMR. Rechercher les contraintes d'utilisation, vérifier le sol, l'environnement, où va t'intégrer cette techno. Analyser aussi les habitudes de travail en faisant des études de flux logistiques, des étapes de production, étudier la faisabilité du projet aussi sur le site, en prenant bien en compte l'environnement, les flux, l'environnement existant. Est-ce qu'on est dans un environnement contraint à moins 20 degrés ou dans un environnement humide qui nécessite forcément des adaptations? Et toutes les technos ne sont pas forcément, ne peuvent pas forcément être utilisées dans différents environnements. Évaluer les charges utilisées, est-ce qu'on est sur des palettes ou autres produits. Examiner aussi les trajets logistiques, entrée-sortie. Donc ça, c'est vraiment toutes ces notions à prendre en compte. Prendre aussi, analyser les outils informatiques à utiliser. Est-ce que notre ERP va pouvoir, ou le WMS va pouvoir accepter l'intégration de ces technologies? Donc ça, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et puis forcément des problématiques d'intégration. Il y a des formats, on parle beaucoup de sécurité. L'AGV, l'AMR, c'est un dispositif forcément qui va sorti du carton, va être forcément adapté, mais il faut vraiment prendre en compte l'intégration globale de ces technologies dans l'atelier. Et donc ça, c'est des notions aussi en termes de sécurité qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment l'intégration de ces technologies, l'intégration complète de ces technologies en termes de sécurité. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il faut prendre en compte. Et je vais laisser la parole à Jonathan qui va vraiment vous expliquer comment prendre en compte ces règles de sécurité pour l'intégration de ces équipements. Donc Jonathan, je te laisse la main. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser des questions sur le chat et on aura un temps pour répondre à vos questions. Merci Nicolas. Donc, un petit écho. Je coupe mon micro. Donc, je vais développer un petit peu une partie sur la partie réglementation applicable sur les AGV ou AMR. Déjà, donc un AGV ou un AMR est considéré comme une machine d'un point de vue réglementation. Donc, on va avoir deux directives qui vont s'appliquer lorsqu'on intègre des AGV. On va avoir une directive produit et une directive utilisateur. Donc, directive produit, c'est la directive 2006-42-CE qui s'applique, qui exige que le produit en lui-même soit sûr et que sa manipulation, son utilisation tout au long de son cycle soit sécurisée. Donc, l'AGV ou AMR doit être lui-même marqué CE. Quand on l'intègre dans l'usine, on a aussi l'utilisation de l'AGV qui va définir les exigences légales pour l'employeur. Donc, la directive utilisateur, c'est la directive 2009-104-CE et qui exige qu'un produit utilisé sur le lieu de travail soit utilisé dans des conditions sécuritaires. Donc, cette intégration, quand on intègre un AGV, doit répondre effectivement potentiellement aux deux directives. Et l'intégration va répondre même aussi à la directive d'intégration de machines comme un assemblage de machines. Donc, ces deux directives, hein, la directive machine qui répond au code du travail, aux exigences du code du travail suivant la réglementation 43.11 et 43.14 du Code du travail et le directive utilisateur 43.21 en tant que tel. Donc, on a le processus de sécurité pour la conception de l'AGV. Donc, l'AGV répond à une norme qui est la 3691-4. Il y avait une ancienne norme qui existait, hein, comme expliquait Nicolas, l'intégration d'AGV est ancien. On avait l'EN 1525, mais qui avait beaucoup de lacunes pour l'intégration de l'AGV et la conception. Donc cette norme qui est assez récente
va émettre plusieurs exigences pour la conception de l'AGV. Donc, on a un cadre législatif dans lequel on va devoir effectivement faire une évaluation du risque de l'utilisation de l'AGV, dans lequel on va déterminer effectivement les limites de la machine, on va identifier les dangers, on va estimer les risques à son utilisation, faire une évaluation, savoir si effectivement le risque est acceptable ou non, et appliquer des réductions du risque. La norme 3691 va donner des règles de conception et de prévention de réduction du risque. Par exemple, les équipements type scrutateur laser va permettre effectivement de sécuriser l'AGV en lui-même. Va appliquer les notions de fonction de sécurité minimale dans ce qu'on appelle le niveau de performance, que je vais développer un tout petit peu après. C'est vraiment une grande évolution qu'on a eue en fait, au niveau de l'aspect normatif. C'est qu'on a détaillé chaque fonction de sécurité et le niveau de fiabilité de chaque fonction de sécurité qu'on doit avoir. Elle va parler aussi de l'aspect vérification. On a une annexe qui va, l'annexe E, qui va effectivement demander des tests sur les moyens de détection, des stabilités structurelles, des stabilités fonctionnelles de l'AGV, pour éviter un renversement, et une partie de documentation pour ce qui va être une outil d'utilisation, les systèmes d'avertissement, d'instruction, les marquages obligatoires pour pouvoir effectivement traiter de la sécurisation de l'AGV. Donc ça, c'est pour, effectivement, ça s'applique aux fabricants de l'AGV. Et on a aussi, la 3691 va traiter aussi de l'exigence de l'intégration de l'AGV dans son environnement. Et c'est vraiment là aussi une partie qui est très importante, puisque un AGV seul, si on va effectivement l'intégrer dans l'usine, on va être effectivement responsable de l'intégration de l'AGV dans l'usine, même si effectivement le fabricant ne sait pas forcément où est-ce qu'il va être utilisé. Donc l'utilisateur final peut être indirectement intégrateur et fabricant de l'intégration de son AGV. Donc, on a effectivement des exigences. Donc, l'annexe A qui va être l'exigence pour la préparation des zones de travail. Par exemple, si l'AGV aussi va traverser des zones automatisées, qui va être à proximité de postes de chargement, des chargements manuels. On peut avoir des exigences aussi, par exemple, par rapport à la charge des AGV, des charges des batteries. On a l'évaluation des interfaces qu'on peut avoir, donc l'efficacité des protections, les points de danger, la manutention des différentes charges. On va avoir donc les équipements associés et les exigences de marquage CE avec l'équipement qu'on peut avoir et des différentes mesures administratives liées au fonctionnement pour être sûr effectivement qu'on respecte bien les exigences de la directive utilisateur et la directive machine. Donc à partir de là, en fait, quels sont les dispositifs de sécurité qu'on va pouvoir retrouver effectivement sur un AGV? Comme je le précisais tout à l'heure, la partie mécanique, elle est effectivement traitée, mais la 3691-4 traite principalement aussi de tout ce qui est fiabilité des systèmes de commande. Donc, on va effectivement parler de niveau de performance suivant la 13249-1, qui est une norme qui va expliquer la fiabilité du système de commande par rapport à la dangerosité du risque qu'on peut avoir sur l'AGV. Par exemple, le scrutateur laser qu'on peut avoir devant l'AGV ou derrière l'AGV va avoir un niveau de performance requis qui va être expliqué effectivement dans la norme. Donc là, c'est un exemple effectivement des exigences de la 13149, dans laquelle on va effectivement avoir la multiplication de 3 critères, la gravité, la fréquence et la possibilité d'éviter le danger, qui va donner effectivement un niveau de performance qui va être de A à E. À partir de là, effectivement, on va avoir une relation par rapport à la fiabilité des systèmes de commande et des catégories de câblage qu'on peut avoir. Si on reprend effectivement cet exemple par rapport aux technologies d'AGV, là, on va avoir effectivement un panel complet des fonctions de sécurité qu'on va retrouver dans l'AGV. Donc, dès qu'on va concevoir effectivement un AGV, on va concevoir l'AGV et il faut un minimum de systèmes de commande fiables avec des niveaux de performance exigés par rapport aux fonctions de sécurité actives et passives de l'AGV. Donc, on peut avoir l'automate de sécurité, un codeur de sécurité, des scrutateurs laser, des pare-chocs mécaniques de sécurité, un contrôle des entraînements pour vérifier effectivement la vitesse sûre ou la vitesse réduite, un contrôleur manuel pour pouvoir le déplacer manuellement. Donc là, on a effectivement un panel là que vous voyez en dessous qui va être par exemple de l'afficheur, qui est par effectivement une fonction de sécurité jusqu'à des fonctions de sécurité propres avec effectivement l'automate, le scrutateur ou la radiologie. Donc, comme précisé,
la norme va donner effectivement l'ensemble de ces fonctions de sécurité qui sont reprises dans un tableau avec des exigences minimales. Donc, on a 11 zones qui sont définies et dans lesquelles on va retrouver 29 fonctions de sécurité. Donc, on va avoir par exemple le système de freinage qui a un niveau de sécurité minimal à appliquer, le contrôle de vitesse. Le robot, par exemple, enfin l'AGV ne peut pas dépasser 1,2 m/s et quand il va arriver dans des zones dangereuses, il va devoir ralentir et cette vitesse maximale dans les zones dangereuses doit être surveillée avec un niveau de performance demandé. La charge automatique de la batterie, la manutention de charge, les directions, la stabilité, la fonction d'arrêt d'urgence, les systèmes de détection du personnel, les modes auto-manu, les systèmes d'avertissement et les accès dans les zones confinées. Donc là, on va vous donner effectivement quelques exemples qui est très courant. Effectivement, on va retrouver le scrutateur laser, donc dans lequel on va avoir la détection de la personne. C'est l'exemple que Nicolas donnait sur le Sherpa. Donc on avait 2 scrutateurs laser. Donc ces scrutateurs laser vont avoir des exigences particulières. Par exemple, effectivement, il doit être conçu de sorte que le chariot doit s'arrêter avant le contact avec l'AGV, avec les parties fixes. Pour information, on ne prend pas en compte une personne traversant devant le chariot, on prend en compte une personne fixe. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a des mesures complémentaires lorsqu'on intègre effectivement des AGV ou AMR dans un atelier, parce qu'il faut que les gens soient formés et que les zones, par exemple, soient bien déterminées dans l'endroit où l'AGV ou AMR va circuler. Une notion de formation des utilisateurs et des gens qui vont traverser l'atelier potentiellement. Donc, on peut avoir effectivement aussi des pare-chocs. Donc, il va devoir respecter des exigences. Et donc, on a des pressions maximales à appliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, si on conçoit un pare-choc pour sécuriser le contact avec un AGV, on doit avoir des pressions maximales qu'on doit respecter suivant ces exigences de la 13856-2-3. Donc, même, on ne peut pas juste concevoir l'AGV, le pare-choc et valider qu'effectivement, il est conforme. Donc, comme je précisais, les moyens de détection doivent fonctionner au moins au-delà de la largeur maximale de l'AGV, mais aussi de son chargement. C'est-à-dire que si on a l'AGV qui vient effectivement transporter une base roulante qui dépasse de l'AGV de chaque côté, il faut que le moyen de détection vienne chercher effectivement ces zones-là pour pouvoir effectivement vérifier que la charge est bien prise en compte. Et c'est là que c'est important, c'est qu'effectivement, si on achète effectivement un AGV dans le commerce et qu'on vient l'intégrer en tant qu'utilisateur dans son atelier, et qu'on va concevoir sa base de roulement, c'est effectivement souvent la base de roulement, elle est par moment conçue par l'utilisateur, il faut que l'AGV prenne bien en compte ces éléments-là et l'utilisateur va devenir intégrateur et va devoir marquer CE l'ensemble base de roulement plus AGV dans le cadre de son atelier. En complément aussi, il faut que le scrutateur l'AGV doit vérifier aussi l'ensemble de ces éléments-là aussi dans les directions de déplacement. Donc, il ne faut pas non plus de zone morte quand il vient effectivement déplacer l'AGV dans les virages. Comme je précisais, donc là, on va retrouver effectivement les niveaux de performance minimale à appliquer. Donc, par exemple, la surveillance de vitesse pour la collision de personnes, la fonction d'arrêt doit être niveau de performance PLC. Alors, PLC, c'est du monocanal. Si on arrête l'AGV devant la détection de la personne dans le sens de la marche pour éviter la collision, on va arriver sur le niveau de performance PLD. Donc, on va avoir du double canal. On va avoir effectivement une certaine redondance pour garantir qu'effectivement la fonction soit suffisante. Donc attention, quand on parle effectivement de PLD, on va parler aussi bien du capteur qui vient venir détecter la personne, du traitement du signal, mais aussi de l'arrêt de l'AGV qui doit être lui aussi le niveau de performance PLD. Un autre exemple aussi en fonction de sécurité, c'est de l'arrêt de l'AGV lorsque la détection de la personne est avec un espace de dégagement insuffisant. Et donc, on va effectivement réduire le champ de scrutation et avoir moins de 180 mm dans les champs de sécurité avec la détection laser et les objets environnants. Donc là, effectivement, un exemple avec la notion de vitesse. Donc, on a, par exemple, dans les technologies qu'on peut utiliser, on va utiliser un scrutateur laser. Donc là, on a effectivement, par exemple, l'exemple du scrutateur laser, de la logique et le contrôleur qui va arrêter les moteurs. Et on peut avoir aussi un contrôleur de vitesse qui va pouvoir gérer effectivement les notions de changement de zone de détection. Plus l'AGV va vite, plus effectivement la zone de détection va venir
détecter plus loin pour pouvoir garantir son arrêt en question. Donc, ces notions de contrôle de vitesse doivent être gérées par un retour par exemple, du capteur de vitesse de l'AGV pour pouvoir le traiter et garantir, faire une corrélation entre la détection de l'AGV et la vitesse qu'on va avoir au niveau de l'AGV. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la charge qu'on transporte. Effectivement, c'est une notion même de détection d'arrêt. Plus la charge est élevée, plus on risque d'avoir des temps d'arrêt plus élevés. Et donc ça, il faut aussi le prendre en compte à l'intégration de l'AGV par rapport à ce qu'on va transporter comme charge. D'autres dispositifs de sécurité, des arrêts d'urgence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, même en cas d'arrêt d'urgence, les arrêts d'urgence, par exemple, il faut qu'ils soient accessibles aux deux extrémités des deux côtés du chariot. Et en cas de transport se limitant de la charge, l'AGV doit être au moins monté sur la partie rigide et accessible au plus proche de la zone dangereuse. Donc niveau de performance, PLD, donc double canal en question. De freinage, donc là on va être effectivement sur l'élément de motorisation qui peut être fonctionné automatiquement sur une perte de puissance, sur une perte de contrôle de la vitesse ou de la direction. Et en cas de détection de l'AGV, on arrête l'AGV dans la plage de fonctionnement dans les pires conditions et dans les limites spécifiées par le fabricant. Et donc, dans les limites spécifiées par le fabricant, c'est là où il faut faire attention par rapport à l'utilisation qu'on va en faire de l'AGV et aux limites maximum que l'AGV peut amortir, parce qu'effectivement, des fois, il peut transporter par exemple 1 tonne, mais on va réduire sa charge potentiellement à 500 kg et on va programmer l'AGV pour qu'elle aille potentiellement plus vite. Donc, ces éléments-là doivent bien être pris en compte par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Donc voilà, donc on a effectivement maintenir aussi l'AGV dans sa charge maximale admissible à l'arrêt et aussi par exemple dans les notions de pente et de descente. Il faut qu'ils prennent en compte ces paramètres-là qui sont donnés dans la norme. Donc on a par exemple le contrôle du système de freinage. Donc en fonction de contrôle de désaccélération, on a un niveau de performance PLD et la commande de frein de parking, on a des fonctions de sécurité qui sont PLB. Autre mode de fonctionnement, on a aussi des modes automatiques qu'on peut avoir dans les différents modes. Donc, pas d'opérateur ni de conducteur. On a aussi un mode automatique avec une intervention opérateur et mode automatique avec un conducteur. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la norme 3691-4 traite effectivement des véhicules non pilotés par un opérateur, mais elle prend en compte effectivement des modes de fonctionnement particuliers dans lesquels l'opérateur pourrait se situer au niveau de l'AGV pour être transporté d'un point A à un point B dans certaines conditions, et ça en mode automatique. Maintenant, quels sont les critères effectivement pour valider une application d'AGV? Donc, on a 3 acteurs à considérer pour effectivement valider l'application. On a le fabricant d'AGV, qui lui va fournir effectivement la déclaration de conformité de l'AGV, le manuel de l'AGV, la certification de CE. Il y a l'intégrateur de la flotte de l'AGV. Et donc là, on a une déclaration de conformité CE de l'intégration de l'AGV ou des AGV dans l'environnement. Le manuel d'utilisation du système d'AGV. Donc là, on a potentiellement plusieurs AGV ou même un AGV dans l'intégration de l'AGV dans son environnement. Et après, on a l'utilisateur final de l'AGV qui doit effectivement être fourni. Donc, ce type de validation, c'est l'inspection visuelle de l'AGV, des essais fonctionnels pour vérifier si les réactions des mesures de sécurité sont adéquates. Donc, effectivement, on va vérifier que l'ensemble des fonctions de sécurité sont bien conformes. On fait une évaluation des risques et une réévaluation des risques après la mise en œuvre des mesures. Donc, cette évaluation des risques doit prendre en compte aussi l'intégration de l'AGV dans son environnement et l'examen de la documentation. Donc, l'annexe E de la 3691-4 va donner effectivement des exigences particulières. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure, la vitesse max de l'AGV. L'AGV doit, en ligne droite, maximum ne pas dépasser 1,2 m/s. En virage, il doit être à 0,7 m/s. Et en zone délicate, à 0,3 m/s. Zone délicate, c'est quand il doit désactiver. Quand il se rapproche, par exemple, d'un poste de chargement. Oui, effectivement, il va réduire sa vitesse pour pouvoir se rapprocher d'un point fixe dans lequel on doit désactiver. Donc 0,3 m/s, c'est sa vitesse qui doit être, elle, contrôlée et vérifiée par un contrôleur de sécurité. On a aussi, par exemple, la partie dispositif de signalisation dans l'atelier qui doit comprendre les panneaux, les pictogrammes, les marquages au sol.
puisqu'effectivement, même si l'AGV est intrinsèquement sûr, il y a des notions à l'utilisation de l'AGV. Ça reste une machine dangereuse. Il faut qu'effectivement les utilisateurs ou les personnes qui vont circuler dans l'AGV soient informés des risques liés propres à l'AGV, comment se comporter face à un AGV qui vient effectivement circuler, avoir des voies particulières au niveau de l'AGV, que l'ensemble, que ça va même au niveau des visiteurs, par exemple, doit effectivement être formé, ou en tout cas informé de les choses à réagir en cas d'utilisation, en cas de croisement avec un AGV. La 3691 traite aussi de les notions de comportement de l'AGV par rapport à des éléments de structure ferme ou continue. Et là, en fait, ce tableau-là, c'est l'extrait de la 3691, du tableau A1 de l'annexe 1, qui va effectivement mettre en avant l'intégration de l'AGV dans son environnement et les éléments qu'on doit activer ou pas par rapport au type de dégagement qu'on peut avoir. Donc, si on prend un exemple, effectivement, l'exemple 1A ou 1B, donc si effectivement on a un dégagement C1, donc c'est-à-dire effectivement par rapport à un élément fixe supérieur à 500 mm et au côté opposé aussi supérieur à 500 mm, et qu'on a en face SAD un dégagement aussi de 500 mm en phase de marche, on peut être on active le moyen de détection et on a une vitesse nominale maxi à 1,2 m/s pour info, et dans lequel on a effectivement, on va activer les éléments. Si derrière, à partir de là, on doit l'inhiber parce qu'on a un risque d'exploitation, on va limiter effectivement sa vitesse max à 0,3 m/s et imposer effectivement un marquage au sol supplémentaire pour indiquer le risque en question. Si on prend un autre exemple, effectivement, on a par exemple un dégagement C1 de 500 mm et l'AGV longe une partie fixe qui est inférieure à 100 mm et qu'on a en bout de fourche C3 inférieur à 500 mm et qu'on doit activer, qu'on peut quand même activer les scrutateurs laser, on va limiter la vitesse à 0,7 m/s et on a un risque d'exploitation et on a un marquage au sol indiqué. Voilà, donc typiquement, là, le réarmement automatique est autorisé et par moment, effectivement, il ne va pas être autorisé. L'ensemble de ces éléments-là de détection doivent être pris en compte au niveau de l'AGV et la hauteur aussi complète. Donc, c'est supérieur à 2 mètres du sol, 2,1 mètres, 2100 mètres du sol, doit être pris en compte dans C1, C2. Effectivement, si la charge elle dépasse et l'AGV est en dessous, il faut aussi prendre en compte les 2 mètres par rapport aux zones d'écartement qu'on peut avoir. Donc, on a plusieurs cas de figure et on a effectivement 12 situations qui sont expliquées qu'il faut effectivement analyser lors d'une appréciation du risque. Et lors de l'appréciation du risque, on va effectivement déjà implémenter et vérifier ces points-là par rapport aux éléments fixes et les éléments, enfin, en tout cas les éléments prévus au niveau de l'atelier. On a un deuxième tableau qui va effectivement prendre en compte tout ce qui va être les autres objets, le rayonnage, les stockages en bloc, les objets connus ou attendus. Donc, typiquement, une palette effectivement, qui peut être placée par rapport à un AG. Ou l'AMR. Donc, ça, effectivement, l'AMR doit lui prendre en compte et s'adapter en permanence par rapport à son environnement et doit prendre en compte ces vitesses-là et ces dégagements. Et lui va calculer ces dégagements pour recalculer ses trajectoires ou passer en petite vitesse, grande vitesse par rapport effectivement à l'environnement qu'il peut apprendre. Quand on va avoir effectivement des équipements type scrutateur laser, donc soit effectivement le fabricant garantit la charge maximale à appliquer et il fournit la charge, la remorque par exemple, l'élément qu'on va transporter, les moyens de détection, et effectivement il va lui garantir ses temps d'arrêt seul. Si effectivement en tant qu'utilisateur on va monter sa propre installation au-dessus de l'AGV, il va falloir effectivement détecter, valider en fait la détection du scrutateur laser. Et donc cette détection demande des validations précises avec effectivement des gabarits qu'on va devoir mettre en œuvre à l'horizontale ou à la verticale. Donc typiquement un gabarit de 200 mm qu'on va positionner à l'horizontale au niveau du sol pour simuler un corps allongé quand l'opérateur doit venir détecter. Et un gabarit de 70 mm pour simuler la cheville d'une personne qu'on va effectivement positionner à la verticale. Donc on va effectivement emmener l'AGV avec sa charge maximale, en vitesse maximale, qu'on va pouvoir effectivement détecter et mettre en œuvre ce type de détection pour garantir
qu'on a bien le temps d'arrêt avant de venir toucher les éléments rigides de l'AGV. Donc, si on va résumer un peu effectivement les principaux documents à produire, que ce soit l'intégrateur de l'AGV dans son environnement, le fabricant de l'AGV, on a un dossier effectivement technique complet qui doit comprendre l'analyse de risque, les notices d'instruction, les plans, les calculs de niveau de performance, un rapport de validation des fonctions de sécurité, le rapport de l'index E de la 3691-4 qui va checker un ensemble effectivement d'exigences à remplir une checklist qui va pouvoir effectivement se référer à un contrôle réglementaire, un rapport de test scanner ou de bumper avec les gabarits, donc de montrer qu'effectivement cet élément a bien été fait, le rapport de validation des zones à risque, donc là on va reprendre le tableau et on va faire un état des lieux des différentes zones à risque qu'on aura estimées et qu'on aura testées et contrôlées. Un rapport réglementaire sur un 2006-42 CE, ça c'est le fabricant et l'intégrateur, et un rapport réglementaire sur un 2009-104 CE pour l'utilisateur. Voilà, ça va être effectivement l'ensemble de ces validations à prendre en compte. Voilà, je vais laisser Nicolas reprendre la main. Oui, merci Jonathan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a déjà une première question de Monsieur Flippo Jérémy. Nous possédons des AGV, la vitesse de déplacement est de 1,7 m par seconde en marche avant. Celui-ci ne respecte pas la norme, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Effectivement, la 3691-4 demande 1,2 m/s maximale de l'AGV. D'accord. Donc, et il faut cette vitesse est donnée dans la norme. Donc, cette norme, elle est ce qu'on appelle harmonisée à la directive machine, donc donne une notion de présomption de conformité. Donc, si effectivement vous ne respectez pas cette règle-là, c'est possible, hein, parce que la norme n'est pas d'application obligatoire, elle est recommandée. Si on ne l'applique pas, il faut démontrer par d'autres moyens qu'effectivement la machine ne présente pas de risque, ce qui est un peu plus complexe. Ce qui peut amener des difficultés après à intégrer l'AGV chez certains clients qui peuvent demander effectivement soit une validation ou un contrôle réglementaire. Et ce qui peut se poser comme problématique, c'est d'avoir effectivement un organisme tiers de contrôle qui va refuser la validation puisque ça ne respecte pas cette norme-là. Ça peut amener sur certaines problématiques de ce type. Donc, soit effectivement, il faut démontrer clairement qu'effectivement 1,7 m/s, ça ne présente pas plus de risque. C'est une possibilité, mais il faut le démontrer. Mais le problème, c'est que pour démontrer, il faut avoir de la littérature et on ne peut pas juste dire c'est pas dangereux. En fait, il faut démontrer que c'est pas dangereux. Donc la norme sert à démontrer que c'est pas dangereux. D'accord. OK. Merci pour la réponse. Merci. On a une deuxième question. Est-ce qu'il y a un lien entre la 3691-4 et la directive, la 2006/42 CE? Alors, la 2042 CE, c'est la directive machine, donc c'est celle qui est retranscrite dans le Code du travail. Donc, c'est la réglementation, c'est ce qu'il faut respecter. En fait, hein. Et la 3691-4 est une norme harmonisée, comme j'expliquais. Donc, la norme harmonisée, on a un ensemble de normes harmonisées qui va donner ce qu'on appelle une présomption de conformité pour respecter cette norme, la directive machine. Donc, oui, il y a un lien, mais ce lien est... et il faut d'abord respecter la directive machine, mais on applique la norme pour pouvoir respecter la directive machine. Dans ce sens-là. La norme est un outil pour respecter la directive machine. Tout à fait, voilà. Okay. Elle n'est pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation d'appliquer la norme. OK. Mais c'est fortement recommandé. Très bien. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser. De toute façon, il y a une question les supports seront diffusés. On enregistre le webinaire, donc on pourra diffuser aussi l'enregistrement et plus les supports. Alors il y a une autre question qui vient d'arriver. L'interaction d'une machine et d'un AGV AMR qui va entrer dans sa zone de travail, déposer une palette par exemple sur un support sous la filmeuse, et l'AGV AMR va sortir de cette zone pour aller chercher la prochaine palette.
comment la sécurité sera traitée dans cet exemple? Alors, la 3691-4 traite aussi des interactions avec des machines pour pouvoir rentrer potentiellement dans une machine. Donc, elle va désactiver effectivement des fonctions de sécurité. Mais dans ce cas-là, en fait, on a une interaction entre deux machines. Donc, on doit faire une appréciation du risque pour vérifier les risques propres à l'intégration de ces deux machines. Comme deux machines lambda, vous pouvez être deux cellules robotisées. Si ces deux machines qui ont une interaction, il faut faire une appréciation du risque de cette interaction. Maintenant, la 3691 donne des règles pour pouvoir en fait surtout s'approcher et désactiver ces fonctions de sécurité pour rentrer dans la machine. Mais par exemple, la machine, elle peut avoir aussi des scrutateurs laser, enfin des barrières immatérielles pour éviter qu'un opérateur lambda rentre à la place d'un AGV. Donc ces éléments qui sont propres à la machine et qu'il faut traiter dans une appréciation du risque. Justement, bonjour, c'est moi qui posais la question. Et j'ai une application, justement, effectivement, la bande rouleuse sera dans une enceinte grillagée rectangulaire avec un point d'accès qui est protégé par barrière immatérielle à la distance réglementaire du bras de rotation, puisque c'est un bras tournant autour de la palette pour la filmer. Et en fait, l'AMR, aujourd'hui, on est justement en train de chiffrer avec la société Usocom. Ils ont des AMR qui font eux aussi. Et donc, ils veulent transporter et emmener les palettes à filmer par le biais des AMR. Ma question, c'est lorsque l'AMR, on peut. Alors, je ne sais pas si moi je peux présenter, parce que je pourrais vous présenter le plan de principe. En fait, voir, je vais essayer. Si ça ne marche pas, tant pis. Ouais, vous voyez mon plan? Oui. Ok. Donc en fait, vu de dessus, vous voyez les AMR, les palettes vont être transportées avec ces véhicules-là. Et en fait, vu de dessus, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que l'AMR va se présenter, demander l'accès à la bande rouleuse. La bande rouleuse, si tout est à l'arrêt, etc., va autoriser l'accès. L'AMR va traverser la barrière immatérielle. Donc on va désactiver la barrière, traverser, poser, attendre que l'AMR sorte pour demander de nouveau à sortir, je dirais. Donc, la procédure, c'est je suis devant la barrière, je demande à désactiver la barrière. Je passe, je m'arrête en sortie pour ne pas laisser passer quelqu'un avant de la réactiver. Je réactive, je viens poser ma palette et même chose, je me mets devant, je demande à sortir, je sors, j'attends qu'on réarme la barrière et je repars. Est-ce que ce mode de fonctionnement est déjà OK vis-à-vis de justement euh, est-ce qu'ils respectent justement la norme comme c'est un cas d'école aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait dans ce principe-là. Souvent, l'AMR pose sur des convoyeurs et après les convoyeurs transitent les palettes, mais là, le client ne veut pas de convoyage. Il veut vraiment laisser tout libre. Et donc, c'est la première fois qu'on va traiter un peu de cette façon-là. Bah, la norme ne va pas forcément traiter particulièrement de ce mode de fonctionnement là. Par contre, c'est l'appréciation des risques et la conception des machines en tant que telles qui va devoir effectivement le traiter. Et comment vous faites aujourd'hui quand cette situation se présente? J'imagine qu'elle existe. Un AMR qui rentre dans une zone dangereuse, entre guillemets, il fait son job, il ressort. Comment vous le gérez aujourd'hui? De la façon dont je viens d'expliquer ou d'une autre façon? Pour moi, on aurait pu effectivement orienter vers des solutions type muting, dans lequel on vient effectivement détecter l'AMR comme un élément fixe qui doit être, lui, être autorisé. En plus de l'autorisation d'entrée, parce qu'il allait certainement être détecté par un moyen, mais d'avoir une notion de muting type en croix, pour garantir que ce n'est pas un opérateur qui va venir à la place, en fait. Là, on a un On a muting séquentiel, en fait, ici. Ou alors, Muting voilà, si c'est un séquentiel muting en entrée, séquentiel, muting séquentiel de l'autre côté, des deux côtés, puisqu'il y a un double passage des deux côtés. donc ça, effectivement, c'est correct. Là, en fait, l'AMR est traité comme un élément, comme un convoyeur classique, dans lequel, effectivement, il va rentrer dans l'équipement. La différence, c'est que le convoyeur, lui, voilà, pour moi, c'est l'appréciation du risque qui traite cet élément et le muting en séquentiel de ce type-là et peut être suffisant pour effectivement dans l'application globale, les risques d'enfermement, les choses comme ça. Mais le muting en séquentiel va permettre effectivement de le traiter. Donc moi, je l'aurais traité aussi. Ok. Après, Non, il y mais a voilà, aussi c'est par rapport à votre expérience, c'était ça la question. Ce que vous faites en général, mettez en place quand un AMR pénètre dans une zone et après ressort pour libérer la zone dangereuse, quoi. Là, dans l'immédiat, ça paraît effectivement, ça semble la solution que j'aurais orientée aussi. Après, il faut voir la globalité, l'opération.
quelles sont les opérations qui sont faites par les opérateurs pour dire est-ce il aurait une intention aussi de passer. Enfin, voilà, il y a plus de paramètres. Là, c'est un peu compliqué de dire ok, c'est la solution, mais j'aurais orienté vers effectivement type, un meeting. Voilà, c'est un meeting séquentiel, c'est très bien effectivement. On peut rajouter en plus la présence de l'AGV pour être sûr et certain que c'est pas un opérateur. La problématique, elle est là en fait. Là. Et c'est aussi les espaces qu'il y a derrière en fait et garantir que quand l'AGV passe, un opérateur ne peut pas passer en même temps. C'est ça, en fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'on laisse la distance inférieure à 200 mm qu'on aura entre la mécanique de la barrière et la palette sur la GV, quoi. Ouais, mais là, typiquement, par contre, l'AGV, pour les notions d'écrasement, lui, il a des fonctions de sécurité. On va devoir désactiver sa fonction de sécurité potentiellement. Et là, il a effectivement des vitesses sûres. Ouais, c'est ça, il va ralentir au passage du couloir. couloir. Là, on a fait un petit couloir, il y aura un ralentissement de sa vitesse, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et c'est là où, en fait, dans le ralentissement, lui-même, en sécurité intrinsèque, doit garantir que cette vitesse-là, elle soit sécurisée. En fait, les interactions, effectivement, c'est les émotions un peu complexes, mais il faut prendre en compte les exigences qui sont demandées dans la norme et après les exigences demandées dans l'appréciation de risque de l'intégration des deux machines. D'accord. Ok, bah merci pour ce retour. Merci à vous. Je laisse la parole aux autres personnes s'il y a des questions. Merci. Alors, il ne faudra pas hésiter, on a une journée technique, un rendez-vous technique organisé chez Proxinov le 15 juin. Si vous avez l'occasion de venir, vous rencontrerez la société Pils qui sera présente, donc il ne faudra pas hésiter à venir aussi partager sur vos problématiques d'intégration. Sans souci, on pourra vous répondre. J'ai une question aussi sur Monsieur Julien Laura qui nous pose la question. Un robot 6 axes implémenté sur un AGV AMR. Alors, on le voit de plus en plus. Jonathan, je ne sais pas si tu as une expérience. Alors, on n'en a pas traité directement. Maintenant, effectivement, cette problématique se pose. J'ai souvent la question qui vient par rapport à cet assemblage d'équipements. Il faut considérer qu'effectivement, il y a deux normes là, qui vont être utilisées. Il y a la norme spécifique à l'AGV, la 3691-4, mais il y a aussi la norme qui va traiter de l'intégration d'un robot, qui est la 10218-2. Et en fait, dans ces cas-là, vous avez l'assemblage de deux machines. Ça paraît qu'une seule, mais c'est bien deux normes dans lesquelles on va utiliser les spécificités de deux normes pour pouvoir répondre aux exigences de l'application. Effectivement, le comité normatif sur les robots est en train de travailler, je ne suis pas sûr qu'elle va sortir de sitôt, sur effectivement cette spécificité d'avoir un 6-axes sur un robot mobile. En plus, le terme robot mobile a perturbé un peu tout le monde en disant c'est un robot mobile, ce n'est pas la même norme qui va traiter les AGV. Mais AGV AMR, c'est la 3691 qui traite ce sujet-là. Effectivement, rajouter un 6 axes dessus, ça va juste demander à répondre en plus à une autre norme. Et donc là, on assemble deux normes telles quelles et on va répondre aux exigences des deux normes. C'est l'annexe G de la 10218-2 qui devait être couverte aussi. Donc, effectivement, on a des niveaux de performance à appliquer, des modes de fonctionnement, tout ça va devoir être aussi appliqué. Et quand on va déplacer un robot sur plusieurs postes, il faut forcément faire l'analyse de chaque poste. Donc ça, c'est obligatoire aussi. Si vous déplacez le robot 6 axes avec l'AGV, l'AMR sur deux postes ou trois postes, mais il faudra faire l'analyse de risque sur les trois postes aussi et anticiper cette analyse aussi sur les trois postes. Donc ça, c'est forcément obligatoire. Alors en termes de matériel, alors pour l'instant, on voit beaucoup de choses, mais peu d'applications. On est en train de rechercher justement les applications où on peut utiliser cette techno-là, enfin c'est l'assemblage de ces deux technos. Après, en termes de matériel, on est plutôt sur des petits robots qui sont voilà, plus légers, avec aussi, qui sont plus faciles aussi, qui sont branchés sur secteur de 130 volts ou qui peuvent fonctionner aussi en 24 volts, qui nécessitent peu de puissance. Donc on est plutôt sur des petits robots style robot collaboratif, 5, 10, 15 kilos de charge utile. Voilà, donc on va dire qu'on n'est pas forcément trop limité en termes de marque de robots, mais on est sur des petits robots 6 axes, plutôt. Donc,
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, merci, hein. C'était plus dans le terme de la terminologie parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de termes qui sortent pour les AGV. Il y en a qui parlent de Vision Guided System. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Et au final, on ne sait plus trop comment définir un robot 6 axes qui est implémenté sur un AGV ou AMR, peu importe le terme qu'on emploie. Mais au final, qu'est-ce que ce système-là, quel nom serait pertinent pour un système tel qu'un robot 6 axes sur un AGV? C'était plus ma question en termes de marketing, hein. Après, si on traite d'un point de vue purement normatif, ce qu'il faut voir, c'est chaque norme va définir en fait de quoi elle traite. Donc, la 10218-2 qui traite du 6 axes, par exemple, c'est même pas d'un 6 axes en fait, c'est 3 axes qui sont programmables. Et donc, à partir de 3 axes programmables, c'est traité sur un 10218-2, même si c'est 3 axes linéaires, par exemple. Donc, effectivement, on doit rentrer dans cette norme-là. Donc, c'est vraiment dans la définition effectivement de la norme, qu'est-ce qu'on va devoir utiliser dans le référentiel normatif pour pouvoir répondre effectivement aux exigences. Si elle est existante, parce qu'il y a des normes, en fait, des fois, il y a certaines machines qui ne sont pas couvertes par une norme en particulier. Donc, on va plus appliquer des normes génériques pour pouvoir effectivement couvrir le risque. Le point de départ, c'est l'appréciation du risque. Vraiment. Les normes sont faites, les normes de type C, qui vont couvrir les AGV, les robots, sont faites pour aider le concepteur à répondre aux exigences réglementaires pour répondre à la directive machine. Mais il y a certaines machines qui ne sont pas couvertes par une norme de type C, donc on va utiliser plus des normes génériques. Mais par contre, le point de départ reste toujours l'appréciation du risque. Ok, très bien. Juste peut-être une courte dernière question. On est d'accord qu'un robot mobile 6 axes qui est implémenté sur un AGV, quand l'AGV bouge, le robot 6 axes, en aucun cas, il a le droit de bouger au niveau normatif. Des fois, on a des questions des clients pour optimiser le temps masqué. Et on est d'accord que j'ai un doute, pour être honnête, j'ai un doute qu'il faut que je pourrais vous répondre si vous voulez par email sur le fait qu'il peut bouger. Si effectivement vous avez raison, je crois que l'AGV, on n'a pas le droit enfin, il refuse les éléments qui bougent dessus. Maintenant, si on s'écarte en fait de la norme, il faut démontrer qu'en fait, ça ne présente pas de risque. C'est toute la même chose, hein. Si on rentre pas dans le cadre de la norme, il ne faut pas bloquer la conception d'un équipement. La question de la vitesse max est posée tout à l'heure. C'est un peu compliqué pour être honnête, la vitesse max, parce qu'il n'y a pas d'autre littérature pour faire une appréciation de risque en disant même si on va plus vite, il y a moins de risques. Là, si effectivement derrière on doit faire bouger le robot sur l'AGV pendant qu'il circule, on va avoir des risques de stabilité, on va avoir des risques de contact avec le robot. Donc ça, il faut juste le prendre en compte dans l'appréciation des risques. C'est-à-dire qu'on va s'écarter de la norme, pourquoi pas, mais on va démontrer qu'effectivement la stabilité elle est maintenue, que l'AGV ne va pas se retourner, qu'il ne va pas tomber sur un opérateur, etc. Parce que il est implémenté au sol, ou des choses comme ça. Je vous laisse concevoir effectivement la solution technique. Mais il faut, comme je l'ai précisé, la norme est fortement recommandée, mais il y a certaines machines, on ne rentre pas dans le cadre de la norme. Donc, il ne faut pas bloquer, pour moi, la technologie. Il faut juste, effectivement, reprendre une appréciation du risque et faire l'appréciation du risque des écarts qu'on peut avoir. Ok, merci. Et on a un exemple qui tourne aussi en interne. Je vois un petit commentaire de M. Baranger Thierry de chez Omron, donc, qui a déjà implémenté un robot sur un AMR. Donc, je vous invite aussi à avoir leur retour d'expérience et ils seront présents aussi à notre rendez-vous technique du 15 juin. Donc, il ne faudra pas hésiter à venir et leur poser les questions nécessaires, enfin les questions que vous avez sur cette application. Est-ce que je vois que Jean-Marc essaye d'écrire un commentaire? Je ne sais pas si c'est une question. Oui, donc il y aura bien un lien. Donc télécharger ce webinaire. Donc voilà, on aura un lien de téléchargement avec la vidéo et les différentes présentations. Donc voilà, sans souci. Bon, en tout cas, merci. Merci à tous pour votre présence et vos questions. Donc voilà, on est disponible, Jonathan de Pils et je reste disponible aussi si vous avez des questions. Je vous invite vraiment à venir lors de ce rendez-vous tech le 15 juin
Donc, un rendez-vous autour de l'intralogistique dans les usines, donc tout ce qui est mobilité, vous verrez des démonstrations dans notre atelier et des conférences, donc avec plusieurs adhérents, fournisseurs de techno qui seront présents pour vous présenter les différentes nouveautés et les différents cas d'application. Donc, je vous invite à venir le 15 juin, c'est un mercredi. L'inscription se fait aussi via notre site internet, donc vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Et puis autrement, voilà, on est disponible si vous avez des questions, on vous enverra les différents supports avec nos coordonnées. Voilà, si vous avez des questions, on pourra vous répondre par mail ou venir directement chez vous sans souci. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.